L'un des hooligans allemands suspecté d'être impliqué dans l'agression du gendarme Nivelle est remis en détention. La cour d'appel de Douai souhaite le confronter à des témoins qui pensent l'avoir reconnu sur les lieux du drame. Le désordre sur les bourses occidentales, la crise asiatique provoque la plus forte baisse de Wall Street depuis le début de l'année. En revanche, à Paris, le Palais Brongniart réagit avec un peu plus de raison. Un invité dans ce journal, l'ancien champion du 100 mètres privé de sa médaille aux Jeux de Séoul pour dopage. Le Canadien Ben Johnson enfonce le clou et multiplie les révélations. Et puis nous irons du côté de Serre-Chevalier dans les Hautes-Alpes. Le rafting y fait fureur, c'est encore mieux que les montagnes russes et beaucoup plus sportif. Madame, Monsieur, bonsoir. Les trois marginaux qui avaient découvert le corps du petit Adrien lundi soir à Thionville ont été libérés. Ils étaient gardés à vue à titre de témoins. En revanche, on ignore encore toutes les circonstances de la mort du jeune garçon. Et certains dans la région s'étonnent que la police ait mis 2 mois à retrouver son corps alors qu'il n'était qu'à quelques centaines de mètres du domicile de ses parents. Jérôme Soulard et Patrice Schumacher. Un endroit sordide et crasseux. Des bâtiments abandonnés et au bout du chemin des bunkers bien cachés qui servent habituellement de squat à quelques SDF. Lundi, ce sont justement 3 marginaux qui ont découvert le corps d'Adrien dans ce blocos. Pour des témoignages approximatifs, ils ont passé 40 heures en garde à vue, mais innocentés et libérés cet après-midi. Pourquoi ils sont allés dans ce blocos? Pourquoi? Parce que pourquoi? Parce qu'ils cherchaient un endroit sec. Ils vivaient dans des tentes, ils cherchaient un endroit sec. Et puis c'est arrivé comme ça. 2 mois après la disparition d'Adrien, les enquêteurs sont donc toujours dans le flou. Ce dimanche 1er juin à 14 h, le jeune garçon quitte son domicile à bicyclette. À 2 reprises, il est aperçu rive gauche avec des amis suivant les berges de la Moselle. Quand et pourquoi Adrien a-t-il traversé cette rivière pour trouver la mort de l'autre côté, à 300 mètres à peine de sa maison? A-t-il emprunté seul ce pont ferroviaire grâce à ce passage interdit mais fréquenté? Et à la famille de se demander pourquoi le corps d'Adrien n'a pas été retrouvé plus tôt par la police. Le monsieur de la PJ dit que la mort remonterait au 1er jour. Eh ben, si dès le départ ils avaient fouillé ces bunkers, ils l'auraient trouvé alors. Vous pensez qu'ils n'ont pas fouillé? J'en suis presque sûre. Non, sinon on aurait trouvé l'enfant. Et la polémique est bien là. Malgré des fouilles importantes, les policiers n'ont jamais visité le blocos. Embarqués vers d'autres pistes, celle de la fugue, accréditée c'est vrai par des témoignages controversés. Cet après-midi, une nouvelle autopsie a révélé plusieurs fractures du crâne. D'autres éléments permettront peut-être de déterminer l'éventuelle réalité d'un crime sexuel. L'enquête sur l'agression dont a été victime le gendarme Nivelle, l'un des hooligans allemands libéré la semaine dernière, a été remis en prison. La chambre d'accusation de la cour d'appel de Douai estime en effet nécessaire de ce placement en détention en attendant une éventuelle confrontation. Marianne Mass et Dominique Mass. Je suis innocent. Karl-Heinz Elschner retourne ce soir en prison. Il en était sorti il y a 8 jours. La cour d'appel de Douai a donné raison au parquet qui s'opposait à cette remise en liberté. La chambre d'accusation a cru devoir infirmer l'ordonnance du juge d'instruction au motif que la confrontation n'a pas été faite. C'est-à-dire que cet homme, on craint qu'il ne vienne pas à une confrontation organisée par le juge, alors qu'il est venu avec le risque que nous savons et qui est aujourd'hui une réalité, il retourne en détention. Mis en examen et écroué le 23 juin dernier pour tentative d'homicide volontaire sur le gendarme Nivelle, Elschner avait bénéficié d'une remise en liberté. C'est donc libre qu'il s'est présenté ce matin. Le parquet le renvoie en prison pour pouvoir organiser une confrontation avec 2 témoins qui l'ont formellement reconnu. Inutile, d'après l'avocat, car d'autres témoignages divergent sur des détails physiques. Et puis il y a ces photos parues dans le journal allemand Bild qui disculperaient son client. Maître Dupond-Moretti va réclamer une nouvelle remise en liberté d'Elschner. Pour le moment, 4 suspects de l'agression sont écroués en Allemagne. Le 5e est à nouveau en prison en France ce soir. Et en attendant d'avoir plus d'informations sur l'état de santé et de récupération du gendarme Nivelle, ses collègues de l'escadron de gendarmes mobiles d'Arras, basé en ce moment à Malakoff, dans la région parisienne, ont poussé un ouf de soulagement quand ils ont appris qu'il était sorti du coma. Émilie Lançon et Yann Streff. 15h30, les gendarmes mobiles d'Arras rentrent à la caserne Malakoff. En mission à Paris pour 15 jours encore, ils gardent des ambassades et des lieux sensibles. Très bien, aucun problème.
Durant les surveillances, 8 heures debout, le temps est parfois long et il leur est difficile d'éviter de penser à leur collègue le maréchal des logis Nivelles, toujours à l'hôpital. Sa sortie du coma a un peu fait retomber la tension. Lorsque hier notre capitaine nous a annoncé que son état de santé s'améliorait, je dirais qu'il y a eu un ouf de soulagement parce que, je veux dire, nous l'apprécions énormément et qu'on voudrait en fait le revoir assez rapidement parmi nous. En fait, on en parle très peu entre nous, on en parle très peu parce que c'est tellement soudain, c'est tellement choquant qu'on attend, simplement, on attend. En continuant bien sûr notre travail, c'est évident. Est-ce que là, vous avez envie par exemple d'aller le voir à l'hôpital ou... Oui, alors ça c'est la grande question que l'on pose constamment à notre capitaine, à savoir quand les visites seront autorisées. Bon, il est bien évident que son état de santé ne le permettait pas pour l'instant. Seule son épouse avait accès à la chambre. L'agression du gendarme Nivelles, qui apparaît ici à tous comme un acte gratuit, a profondément choqué. C'est vraiment un choc parce que personnellement, 25 ans de carrière, je n'ai jamais vu ça. Il arrive de prendre des coups, c'est le métier. Si les gendarmes mobiles savent que leur métier n'est pas sans risque, lorsqu'un drame survient, il prend toujours de court. Tout le monde est aussi conscient qu'il n'est pas totalement tiré d'affaire et que sa rééducation sera longue. Nous attendons aussi les explications complémentaires que les médecins devraient formuler demain lors de leur conférence de presse. Pour les gendarmes mobiles d'Arras, la vie continue. Mais les 116 hommes de l'escadron attendent avec impatience le retour de Daniel Nivelles. La journée a été calme à l'Annonciature, à Paris. L'un des 9 héritiers des Saint-Bernard qui occupe l'ambassade du Vatican a quitté le bâtiment tout à l'heure, conformément semble-t-il aux vœux du Vatican. Et par ailleurs, un meeting a réuni 600 à 700 personnes à la Bourse du Travail à Paris. Une réunion organisée par la Coordination nationale des sans-papiers pour faire le point sur leur mouvement. C'est une petite révolution chez France Télécom et chez les usagers. La direction veut supprimer les cabines téléphoniques les moins rentables. Officiellement, il s'agit simplement de les répartir différemment en fonction des besoins. Mais pour les syndicats, il s'agit simplement d'une atteinte à ce service public de proximité. Les explications de Juliette Beau et de Alice Bétulard. Coincée entre une zone pavillonnaire et un ensemble HLM, cette cabine téléphonique sera peut-être déplacée. France Télécom a en effet décidé au début de l'été de restructurer son parc et faire la chasse aux cabines moins rentables, une mesure qui n'est pas toujours bien comprise. J'habite à côté et puis de temps en temps je viens appeler ici, alors je ne sais pas pourquoi on va l'enlever. Si on l'enlève, c'est infernal. 226 000 cabines sont actuellement dispersées sur le territoire. France Télécom ne veut pas réduire son parc mais plutôt le réaménager. L'ensemble de ces directions régionales a reçu une note début juillet. Elle encourage le désinvestissement des sites les plus déficitaires. Je crois qu'il est important de faire en sorte d'avoir des cabines, nos endroits où les gens s'en servent, donc où elles vont être le plus rentables. Installer des cabines téléphoniques, c'est un service public assuré par France Télécom. Aussi, un décret de décembre 1996 impose à la compagnie d'aménager une cabine pour 1000 habitants. Une obligation largement dépassée puisqu'il en existe 4 fois plus. Mais pour France Télécom, elles ne sont pas toutes au bon endroit. Je crois que là, on a vraiment une remise en cause du service public qui est inacceptable. On arrive à ce système absurde qui fait qu'on va calculer les cabines téléphoniques en fonction de leur rentabilité. Or, le principe du service public, c'est que tout le monde puisse avoir accès au téléphone partout. À France Télécom, on assure qu'il n'y aura pas de suppression de cabines, mais bien des déplacements. Aucun site n'est actuellement désigné. La décision sera prise en fonction de l'étude demandée aux directeurs régionaux. Et toujours dans le domaine des communications, un succès pour Alcatel qui vient de signer un contrat en Égypte d'un montant de 350 millions de francs pour le développement des téléphones mobiles. La baisse du chômage et la victoire de la France en Coupe du Monde y sont sans doute pour beaucoup. Le moral des Français remonte. Il n'a d'ailleurs jamais été aussi haut depuis 1987. C'est ce qui ressort de l'indicateur d'opinion publié par l'INSEE. Et en revanche, les bourses occidentales sont beaucoup moins euphoriques. La crise asiatique y est sans doute pour beaucoup, ainsi que la chute brutale de Wall Street hier soir qui a perdu 3,4% en clôture, la plus forte baisse depuis le début de l'année. Pascal Golomer et Laurent Bailly et Frédéric Delarue. Plus que quelques minutes. La bourse de Paris va fermer et dans cette salle de marché, on passe les derniers ordres de vente ou d'achat d'actions. Les ventes l'ont emporté aujourd'hui. La séance se termine par une baisse d'1,77%. Rien de catastrophique, c'est moins qu'à la bourse de New York la nuit dernière,
mais c'est inquiétant tout de même. Oui, ça peut aller plus bas, on a tous des positions, donc on est nerveux. Il est difficile de ne pas être inquiet en face de cette situation. Quand vous avez des actifs financiers, comme les actions américaines, qui sont chères, qui représentent une part importante du patrimoine des ménages américains, et que vous avez des mauvaises nouvelles qui arrivent d'Asie et que vous ne voyez pas de raison pour lesquelles ces mauvaises nouvelles pourraient rapidement s'inverser, vous avez les ingrédients d'une correction boursière sévère. Si Wall Street a chuté subitement, suivi par les places européennes, c'est en partie à cause de cet homme. Un analyste américain réputé, d'ordinaire optimiste, et qui, hier, a prédit une baisse continue des cours dans les prochains mois. Son explication ? L'Asie est installée pour longtemps dans la récession et le nouveau gouvernement japonais n'a pris pour l'instant aucune décision qui puisse rassurer. Fini donc l'euphorie. Après plusieurs mois de hausse record, Wall Street s'inquiète. Pas de quoi paniquer selon certains spécialistes, les actions restent un excellent placement. Les gens cherchent partout, pour assurer leurs vieux jours, des placements qui rapportent. Avec une inflation basse, qui fait que les taux d'intérêt sont aussi assez bas, les gens très naturellement vont vers les actions. Et je crois que là, on a sur le moyen terme un support relativement important pour les actions. Les grandes places financières ne pouvaient de toute façon rester éternellement euphoriques. Chacun espère désormais que le retour au calme se fera sans brutalité, en évitant surtout le krach. Et du côté des dépenses maladie, les chiffres se suivent et se ressemblent, mais dans le mauvais sens. Sur 5 mois, les dépenses générées par les médecins libéraux ont augmenté de près de 3,5%. Ce sont les spécialistes qui ont le plus contribué à ce mauvais résultat. Et puis pour montrer que tout ne va pas si mal à la bourse, regardez ce que ça fait quand les requins de la finance accueillent un fauve en leur sein. C'est une grande compagnie minière sud-africaine, le plus grand producteur mondial d'or, qui n'a rien trouvé de mieux que d'installer un lion près de la cloche à l'ouverture de Wall Street pour saluer son introduction à la bourse. Voilà, succès garanti. Le dopage et cette découverte surprenante près d'un hôtel à Vorep dans l'Isère, un hôtel où ont séjourné 4 équipes du Tour de France la nuit du 25 au 26 juillet. On a retrouvé un sac contenant des flacons et des seringues. D'après un témoin, une personne qui sortait de l'hôtel s'en serait débarrassée dans un champ. Et d'après les analyses qui viennent nous parvenir, eh bien, les produits étaient des produits dopants. Avant de rejoindre Ben Johnson au Canada pour une interview exclusive, Christelle Bertrand nous retrace ce qu'a été la carrière de l'homme qui reste sans doute le plus célèbre dopé de l'histoire des Jeux Olympiques. Le cyclisme n'a pas le monopole du dopage. Certains avancent même que tous les sports sont touchés. L'athlétisme est souvent montré du doigt. Je pense que les pressions sont moins dans l'athlétisme et je pense qu'il y a moins de dopage en athlétisme qu'il peut y en avoir dans le football, qu'il peut y en avoir dans le cyclisme. Mais il y a plus de pression dans l'athlétisme financière que dans le badminton. Donc vous pouvez faire votre idée de ce qu'est le dopage en athlétisme. Cela fait 10 ans que Ben Johnson a été contrôlé positif. Aux Jeux Olympiques de Séoul, le Canadien pulvérise le record du monde du 100 mètres. Mais le contrôle d'après-course révèle une prise d'anabolisant. Suspendu pendant 2 ans, Ben Johnson doit rendre sa médaille d'or. Mais il court à nouveau et il récidive. En 93, il est à nouveau contrôlé positif. Cette fois-ci, la sanction est terrible. Johnson est suspendu à vie. Aujourd'hui, le Canadien est âgé de 36 ans. Il veut revenir à la compétition. Son sort est actuellement entre les mains de la Cour d'appel de l'Ontario. Ben Johnson sera fixé le mois prochain. Alors Ben Johnson, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Je ne sais pas si vous avez suivi ce qui s'est passé en France, tout le débat qu'il y a eu autour du dopage et du Tour de France de cyclisme. Est-ce que vous m'entendez, Ben Johnson ? Oui, j'ai suivi les nouvelles à propos du Tour de France. Mais le doping n'est pas seulement dans le cyclisme, c'est dans tous les sports. Je pense, et c'est vraiment, on le trouve absolument partout dans le monde et dans tous les sports. Alors dans l'athlétisme que vous connaissez bien, est-ce que maintenant il y a toujours du dopage ou est-ce qu'on peut penser que les gens sont à peu près sains ? Il y a encore du dopage dans les sports. Je pense que la plupart des athlètes qui sont en compétition maintenant
ne testent pas positif, n'ont pas de résultats positifs. Des gens comme moi qui ont admis d'avoir utilisé de la drogue, du doping en 93, eh bien, ils ont été sanctionnés. Et mon record du monde a été supprimé. Je veux récupérer mon record du monde. Parce que vous estimez que donc des athlètes qui ne sont pas contrôlés positifs sont quand même dopés. On a vu récemment que Dennis Mitchell, un grand sprinter américain, a quand même été sanctionné et contrôlé positif. Ça vous a étonné? Non? Non, je n'ai pas été surpris. Dennis Mitchell est un bon ami à moi et il a eu des résultats positifs il y a quelques semaines. Il fait des compétitions seulement aux États-Unis. Moi, en tout cas, on m'a interdit de faire du sport pour toute la vie. Alors justement, vous avez été pris 2 fois en flagrant délit, c'est pour ça que vous avez été radié à vie. Qu'est-ce qui vous faisait vous doper? C'était la soif de gagner, la soif de la médaille ou c'était la soif de l'argent? Non, c'est pas pour l'argent que je voulais gagner. Il y a 10 ans, j'étais le meilleur du monde, tout simplement. Je n'avais pas été battu. Donc la responsabilité, c'est celle de la fédération. Et c'est elle qui a décidé que Ben Johnson était le seul à avoir pris des produits dopants. On m'a indiqué comme étant le méchant. Et maintenant, on voit que c'est un phénomène beaucoup plus fréquent. On le voit dans le Tour de France, que les Chinois également prennent. Donc, c'est vraiment très répandu. Vous en voulez visiblement donc aux organisations internationales, au CIO, d'avoir fait de vous un exemple, mais est-ce que vous ne pensez pas qu'il faut quand même marquer le coup très très fort, si je puis dire, quand des jeunes risquent de se doper et risquent pour leur vie? Vous n'avez pas eu peur, vous, pour votre santé en vous dopant? On m'a dit que ça allait changer, mais le fait d'utiliser ces produits, ce ne sont pas vraiment des produits dopants, de testostérone. Ce n'est pas des médicaments. C'est simplement pour que vous ayez moins de souffrance dans les blessures. C'est pas un mauvais produit comme la cocaïne ou une drogue, l'héroïne, etc. Ce sont simplement des médicaments qui sont destinés aux gens qui sont dans le sport. Mais on sait quand même que ces produits ont aussi des effets secondaires. Comment est-ce qu'à votre avis on peut dissuader un athlète de se doper? Est-ce qu'il faut le sanctionner très fort? Est-ce qu'il faut s'en prendre davantage à son entourage? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut travailler avec les médecins, avec les entraîneurs qui entraînent ces athlètes pour qu'ils soient les meilleurs. Il y a une responsabilité partagée. En tout cas, au moins, les médecins et les entraîneurs doivent être punis aussi. Moi, ça fait 22 ans donc, et j'ai couru en 10 secondes et quelques sans prendre aucun médicament il y a plus de 10 ans. Et vous pensiez que sans médicaments, vous auriez pu faire les mêmes performances que vous avez faites quand même? Non, j'imagine que non. Oui, j'aurais pu faire le même temps, ça aurait été peut-être un tout petit peu plus lent, mais j'aurais quand même gagné la course en 1988. Il y a pas mal d'athlètes aujourd'hui qui, au cours des 2-3 dernières années, ont réussi à faire 9-8, 9-9 comme temps. C'est la folie. Ça n'a aucun sens. J'ai été le premier de 1979 à 1992. Une dernière question, si vous voulez bien, Ben Johnson. Quand vous avez dit dans une interview, je crois que dans certains meetings avant de vous produire, vous vous assuriez qu'il n'y aurait pas de contrôle antidopage. Vous croyez que c'est toujours le cas aujourd'hui, que les athlètes ne viennent que s'ils sont sûrs de ne pas être contrôlés?
La plupart des athlètes aujourd'hui ne savent pas exactement quel type de machines vont être utilisées, donc ils peuvent... En 1983, à Helsinki, en 1984, c'était corrompu dans toutes ces manifestations, et Atlanta également. Pourquoi est-ce que seulement Ben Johnson a été puni? Je ne comprends pas. Mais quand même, juste un mot, Ben Johnson, que pouvez-vous dire à des athlètes pour éventuellement les dissuader d'avoir recours au dopage? Eh bien, pour tous les athlètes qui sont en compétition, il y a du sponsoring, il y a beaucoup de dollars en jeu. Ils essaient d'être les meilleurs et ils seraient prêts à faire tout pour faire un temps de 9-7, 9-8. Et ils essaient de courir le plus vite possible, c'est tout. En tout cas, merci beaucoup à vous d'avoir accepté notre invitation. Et puis j'espère que tout ça, ces propos, ce que vous dites et ce que disent d'autres sportifs, pourra donc aider à faire avancer le débat sur ce dopage. À l'étranger maintenant, avec d'abord cette décision de Saddam Hussein en Irak de suspendre totalement sa coopération avec les inspecteurs de l'ONU chargés de contrôler le désarmement du pays. Une décision qui bien sûr fait monter un peu plus la tension après le départ fracassant hier de Richard Butler, le responsable de la mission de désarmement, et son retour à New York. Éric Monnier. C'est d'abord de cette assemblée, le Parlement irakien, qu'est venue la nouvelle en début d'après-midi. Elle est désormais confirmée par Saddam Hussein lui-même. L'Irak a décidé de suspendre totalement sa coopération avec la commission spéciale de l'ONU chargée de son désarmement, ainsi qu'avec l'Agence internationale de l'énergie atomique. En d'autres termes, l'Irak refuse désormais tout contrôle sur ses armes chimiques ou éventuellement nucléaires compris. Cette nouvelle crise rappelle celle de février dernier. À l'époque, les États-Unis et la Grande-Bretagne menaçaient Bagdad de représailles militaires pour obstruction aux inspecteurs de l'ONU. Mardi dernier, le chef de la commission chargé du désarmement, l'Australien Richard Butler, avait écourté sa visite à Bagdad. Il souhaitait une intensification des inspections, un souhait rejeté par les Irakiens. L'ONU ce matin minimisait pourtant l'ampleur du différend. Par sa décision, Saddam Hussein préfère une nouvelle fois l'épreuve de force, quitte à s'exposer encore au risque de représailles américaines. En Algérie, ce sont de nouveaux massacres depuis dimanche dans l'ouest du pays. 29 personnes au moins ont été assassinées. Des exactions qui se sont produites à Tiaret et à Tlemcen et qui sont bien sûr attribuées par les autorités au GIA. En Cisjordanie, la mort de 2 colons juifs victimes d'un guet-apens durcit encore la position de Benyamin Netanyahou. L'attentat s'est produit près de Naplouse. Les 2 colons effectuaient une patrouille autour de leur colonie quand ils ont été attaqués. À Jérusalem, Charles Anderlin. Les obsèques des 2 victimes se sont déroulées cet après-midi. Ces 2 jeunes colons effectuaient une patrouille de nuit autour de Itzar, leur implantation, lorsque des rafales d'armes automatiques ont été tirées sur leur véhicule. Ils sont gravement blessés, l'alerte est donnée, mais les assaillants palestiniens ont le temps d'achever les blessés. Le secteur est bouclé, les localités palestiniennes voisines sont placées sous couvre-feu. À Itzar, c'est la consternation. Les victimes étaient les neveux de rabbins fondateurs du mouvement religieux annexionniste Gush Emunim. La situation est très grave, parce que si on veut parler de paix, on ne peut pas parler avec des armes. Et si on veut parler de guerre, donc il n'y a plus de règles. Alors il faut savoir, c'est à eux de choisir. L'extrême droite israélienne réclame l'arrêt immédiat des négociations avec l'autorité palestinienne. À Ramallah, dans l'entourage de Yasser Arafat, on répond que de toute manière le processus de paix est moribond. Les dirigeants palestiniens condamnent la violence des extrémistes des 2 camps, mais ajoutent, pour que cela cesse, il faudrait également que cesse la colonisation israélienne. Les affrontements au Kosovo, le centre de Malizevo, une localité reprise par la police serbe aux séparatistes albanais, est en flammes depuis le début de l'après-midi. La ville est pourtant vide de tout habitant depuis une semaine, en dehors des policiers serbes. C'était le principal bastion de l'armée de libération du Kosovo dans le centre de la province. Par ailleurs, les observateurs européens n'ont pas voulu confirmer la présence d'une fosse commune de 500 corps dans la ville d'Oraovac, une présence d'une fosse commune qui était révélée par un journal autrichien.
Dans la République du Congo, les troubles se poursuivent dans l'est du pays. Le ministre des Affaires étrangères de Laurent Désiré Kabila a même rejoint la rébellion. Et en France, le Quai d'Orsay déconseille fortement aux Français de se rendre dans le pays pour l'instant. Autour d'Athènes, les incendies continuent de ravager le mont Pentélique. Ils se sont même étendus à 2 autres montagnes autour de la capitale, au point que le Premier ministre interrompt ses vacances pour présider un comité de crise. Anthony Orliange. Au pied du mont Pentélique, les secours arrosent désormais une terre pelée. Dans ce paysage lunaire, autrefois l'un des poumons verts de la Grèce, le feu s'attaque aux dernières traces de végétation. Les feux ont repris de plus belle aujourd'hui avec le retour de ce que les Grecs appellent les meltèmes, des vents violents venus du nord qui soufflent du matin au soir. La région d'Athènes n'est pas la seule touchée. En province, les flammes ravagent le mont Olympe et les forêts du Tégète. Malgré les efforts des sapeurs-pompiers, le feu a détruit 120 000 hectares de pinèdes depuis le début de l'été. Très critiqué pour sa mauvaise coordination des opérations, le gouvernement grec est sur la défensive. Je suis convaincu que les feux de forêt ont été délibérément allumés. Nous allons ouvrir une enquête. Accusé d'incompétence, le gouvernement a promis de dédommager les victimes. Et pour que les incendies ne profitent pas aux spéculateurs immobiliers, les zones dévastées seront photographiées afin d'éviter toute construction sauvage. Sur le front des incendies, les pompiers grecs vont bientôt recevoir des renforts. Cette nuit, 3 Canadair français et un avion de commandement vont partir à destination d'Athènes. Et puis toujours à l'étranger, sachez que les médecins sont toujours très inquiets sur l'état de santé du président Václav Havel. Ils ne parviennent pas à réduire sa fièvre ni à juguler ses arythmies cardiaques. Hier, de l'aveu même de ces médecins, Václav Havel a frôlé la mort pendant une demi-heure. En France, nous parlions hier soir de ce bilan touristique à la moitié des vacances, plutôt mitigé dans la grande partie de la France, qui a connu un mois de juillet pour le moins rosé. En revanche, dans le sud-est, tout va bien et tout s'annonce pour le mieux au mois d'août, comme l'ont constaté à Cannes Yasmina Farber et Frédéric Séguer. Si la suite Sophia Loren vous tente, ne rêvez pas trop, elle est déjà réservée. 17 000 francs la nuit n'effraie pas la clientèle du Carlton. Les vacanciers du Moyen-Orient, américains ou russes, ont investi les 338 chambres du Palace. En juillet, l'hôtel cannois a fait le plein. Chaque année, c'est encore mieux, ce qui prouve que la Côte d'Azur est une valeur sûre et que les modes passent, mais les valeurs sûres restent. Et la Côte d'Azur représente ce potentiel qui nous permet de progresser chaque année. La valeur sûre à Cannes, c'est le haut de gamme. Les 4 étoiles et les palaces enregistrent 10% de clients supplémentaires par rapport à l'an dernier en juillet. Un effet Coupe du Monde. Entre 2 matchs, les spectateurs ont fait du tourisme. Je crois que ça a permis aussi à ces personnes qui sont venues de très loin, d'Afrique du Sud, du Brésil, d'Argentine, mais aussi de l'Europe, de profiter de l'occasion de venir voir les matchs pour profiter aussi de la Côte d'Azur, qui est pour eux, je crois, une destination qui est relativement phare dans leur esprit. Oui. 2 jours de pluie, une journée de soleil, tout le monde était resté à la maison, ils sont venus nous voir aujourd'hui, très sympa. Une petite frayeur en début de semaine, mais le soleil qui fait tourner les affaires est de retour. C'est d'ailleurs ce que recherchent en priorité les estivants. Le beau temps et le climat, le soleil. Le soleil. Et la détente. Cette semaine, nous sommes à 100% d'occupation. Vous pouvez constater qu'il y a beaucoup de monde sur la piscine. Et le site est à environ 2200 personnes pendant toute la semaine. Clientèle familiale ou riches émirs du Golfe, la Côte d'Azur semble conserver sa cote d'amour. Sur la Croisette, certains professionnels pensent que l'été 98 sera le plus chaud de la décennie pour les tiroirs caisses. Plus de peur que de mal dans les Pyrénées ariégeoises où les 3 jeunes randonneurs qui avaient disparu hier soir ont tous été retrouvés sains et saufs grâce à l'intervention des secours. Ils s'étaient égarés à cause du brouillard, mais ces 3 jeunes, comme beaucoup de randonneurs, n'avaient pas consulté la météo avant de partir. Christophe Larocca et Olivier Combe. Vers 15 h, le retour d'un des jeunes randonneurs. L'épilogue heureux d'une opération de secours qui aura duré près de 20 heures. Le jeune homme ne souhaite pas parler, ses 2 compagnons sont encore bloqués. Ils ne seront évacués qu'un peu plus tard. Des opérations comme celle-ci, les gendarmes d'Ariège en ont mené plus d'une 40aine depuis le début de l'été. Des interventions lourdes qui mobilisent beaucoup d'hommes, car contrairement aux idées reçues, ça n'est pas l'hélicoptère qui fait tout le travail. C'est un moyen très efficace, mais ce n'est pas la panacée, puisque l'itinéraire prévu par les randonneurs culminait à 2000, 2002, 2004. Or, jusqu'à 14h, 14h30, jusqu'à 2000 mètres, nous étions dans le brouillard. Leur itinéraire était
Ce sont donc les patrouilles, généralement plusieurs dizaines d'hommes qui doivent marcher pendant des heures. Tous les itinéraires possibles sont explorés, parfois avec des moyens de repérage rudimentaires. Ce matin, on ne pouvait pas travailler en visuel, la visibilité de 10 mètres. En plus, on était dans un secteur assez à risque, puisqu'il y avait plein de barres rocheuses. Donc essentiellement, on a travaillé en sifflant. On s'était donné une consigne, ne pas appeler, on ne faisait que siffler. Ce qui fait que si on entendait des voix, on pouvait s'orienter plus facilement. Au total, une mobilisation épuisante, alors qu'ici tout le monde sait que quelques précautions peuvent éviter bien des désagréments. Dire au moins où on va, dans quel secteur on va, et demander si le temps est certain ou incertain. Et celui qui part, malgré ça, moi je lui conseillerais d'avoir de bonnes chaussures, et même s'il fait très chaud, d'avoir un tricot. Un tricot, quelques barres de céréales et de l'eau, mais surtout ne pas surestimer ses forces face à la montagne. En France, les éleveurs de moutons et de brebis de l'Isère s'inquiètent d'une recrudescence anormale d'attaques contre leurs troupeaux dans les alpages. On parle à nouveau de l'arrivée possible de super prédateurs, autrement dit des loups ou des lynx. Depuis juin, plus de 200 brebis ont été soit tuées, soit blessées. Benoît Gadret et Thierry Simonet. Les 2 attaques consécutives ont eu lieu de nuit, sans témoins. Dans ce troupeau, 12 brebis ont été égorgées et plusieurs blessées. Une brebis qui a été attaquée au niveau de la gorge, donc on voit très bien les blessures. Et puis une blessure en l'arrière de l'épaule, un morceau qui a été mangé. C'est ou un loup ou un lynx, c'est pas une blessure d'un chien errant. Parce que je connais très bien, j'ai vu des attaques de chiens errants, c'est complètement différent. Difficile de déterminer la nature exacte du prédateur, même si dans un troupeau voisin lui aussi attaqué, les caractéristiques des morsures laissent penser qu'un lynx sévit dans ce secteur. Les gardes-chasse ont prélevé des éléments de peau, leurs analyses parleront peut-être. En attendant, Ulysse d'Arve Blanc et sa fille gardent le troupeau jour et nuit, inquiets et fatigués. Certes, ils seront probablement indemnisés, mais pour eux, là n'est pas le problème. Il y a presque plus d'agriculteurs en montagne, c'est vrai que les montagnes ne sont pas plus pâturées comme avant. Et bon, les seuls agriculteurs qui restent, si on est obligé d'arrêter à cause de prédateurs de ce genre, c'est plus vraiment un super métier, quoi. Depuis 2 mois, une dizaine de troupeaux d'alpage ont été attaqués à plusieurs reprises en Isère et en Savoie. Certes, il y a les attaques classiques de chiens errants, mais aussi, et c'est nouveau, l'œuvre très probable de ceux qu'on appelle les super prédateurs. Je vous ai parlé d'un lynx pour ce qui concerne le massif de Beldon. Ailleurs, on a des présomptions de grands canidés, voire de loups, sans qu'on puisse pour l'instant apporter une preuve formelle sur la présence de cet animal qu'on sait très proche du département de l'Isère. Car le loup a été formellement identifié en Haute-Maurienne et aperçu en Oisans. Comme le lynx, il est protégé. C'est donc le début d'une cohabitation difficile, mais inévitable entre les éleveurs et ces super prédateurs. Le championnat de France de rugby se jouera bien à 24 équipes avec un système de poules assez compliqué. C'est la décision du comité directeur de la fédération cet après-midi aux grandes dames des 9 clubs français les plus huppés. Ils préféraient restreindre le nombre d'équipes à ce que l'on pourrait appeler une sorte d'élite du rugby, mais ils n'ont pas eu gain de cause. La course en solitaire du Figaro, le prologue a déjà eu lieu, mais le véritable départ sera donné demain à Cherbourg pour 4 étapes qui s'annoncent très serrées. Chaque skipper dispose d'un bateau identique et toute l'élite de la voile cherche à s'y distinguer. Alexandre Carra et Nathalie Gallet. La course du Figaro, c'est comme un miroir, comme le reflet de la bonne santé de la voile française. Chaque année, voilà une compétition qui mélange dans son sillage vétérans et bisus. Pas de Cap-Horn, de mer exotique ou de 40e rugissant, mais une belle balade entre la France, l'Irlande et l'Espagne. Pas de prototype non plus, mais le bateau de Monsieur Tout-le-Monde, sur cette solitaire-là, c'est le marin qui fait la différence. C'est une jolie galerie de portraits. Je crois que le Figaro est une des courses en France où le niveau est le plus fort et où d'abord tous les bateaux sont identiques, donc on court à armes égales. Dans la famille Figaro, Thomas Coville est un novice. À 29 ans, ce garçon au sourire angélique a déjà sillonné toutes les mers du globe. Aux côtés de Kersozon ou de Parlier, il a décroché des records. Mais pour cette fois, il a décidé de faire bande à part. On a la chance de faire un sport qui nous permet de faire et à la fois de l'exploiter à la fois en équipe et en solitaire, ce qui est assez rare finalement dans le sport. Et là, pourquoi se priver finalement de satisfaction et d'expériences incroyables que sont les courses en solitaire.
Pour Frédéric Brulé aussi, c'est une première, vétérante de la mer mais débutante en solitaire. Il y a quelques mois, avec ses copines, elle a échoué dans un tour du monde en équipage sans escale. Ici, elle est venue montrer qu'elle pouvait mener sa barque seule et même faire son trou dans un monde d'hommes. C'est vrai qu'il y a des filles qui naviguent de toutes les façons et il y en aura, je pense, de plus en plus. J'espère que c'est aussi lié au fait que les filles sont de plus en plus acceptées aussi dans les milieux d'hommes et qu'on arrive un jour quand même à avoir un équipage mixte qui fasse le tour du monde sans que ça pose de problème de filles-garçons. Demain, ils seront 47 à prendre la mer pour 3 longues semaines de course. Pour inscrire peut-être au fil de l'eau leur nom au palmarès de cette solitaire, le Figaro, qui a vu passer les plus grands marins de ces 30 dernières années. Alors restons sur l'eau, mais du côté de Serre Chevalier dans les Hautes-Alpes, pour un sport qui a de plus en plus de succès. Il s'agit du raft ou du rafting. Pour un prix relativement modique de l'ordre de 150 francs la journée, le frisson est garanti. Benoît Mousset et Grégoire Rosina. Le principe est vieux comme la découverte de l'Amérique, quand les bûcherons canadiens charriaient leurs billots sur des radeaux qu'ils appelaient rafts. Et on va mettre les rafts à l'eau. Depuis, l'utilitaire est devenue plaisir puis sport. La technique, elle, n'a jamais changé. L'olive, on passe le pouce dessous, on ferme la main. On maintient cette pagaie par l'olive. Si jamais on doit lâcher une main, on lâchera celle qui est sur le manche. Pour la marche arrière, on se penche plutôt en arrière, on appuie la pagaie sur la hanche. On va chercher l'eau avec la pagaie et on repousse vers l'arrière. On tire avec la main supérieure. Pour tout le monde maintenant, 2 impératifs. Savoir nager et avoir un moral à toute épreuve. C'est parti! Là, on va avoir une petite partie facile pour se mettre en train, voir si l'équipe répond bien. Si l'équipe répond pas, c'est simple, on arrête tout et on remonte à la base, on fera notre parcours. Ruisseau qui devient torrent, torrent qui se transforme en remous impétueux, pas de panique. L'essentiel est dans le rythme et la coordination des pagayeurs. Paresseux s'abstenir, sinon gare à la chute. Extra. Vous avez vu les hommes? Un peu froide, mais bon. Non, impeccable. Ça rafraîchit. Le raft, une activité certes physique, mais également jubilatoire. Surtout dans les passages les plus audacieux. C'est relativement physique. Et puis c'est aussi tout simplement l'équipe, l'encadrement. Puis les gens qui y participent. C'est une dynamique qui est bien sympa et c'est quelque chose vraiment à découvrir. Ce qui est bien, c'est l'équipe, c'est l'équipage. Le raft, c'est tout un travail d'équipage. Donc c'est pas l'individualité, c'est la symbiose entre tout le monde. Et là, on voit le bateau qui avance et c'est un beau résultat quand on arrive en bas. Plus vite, plus longtemps, plus fort. Décidément, les passionnés du raft ne s'arrêtent jamais. Voilà, bon, on peut l'essayer au moins une fois. On approche de la fin de cette édition. Je vous rappelle les principaux titres. L'un des hooligans allemands suspectés d'être impliqué dans l'agression du gendarme Nivelle est remis en détention. La cour d'appel de Douai souhaite le confronter à des témoins qui pensent l'avoir vu sur les lieux du drame. Le désordre sur les bourses occidentales. La crise asiatique provoque la plus forte baisse de Wall Street depuis le début de l'année. En revanche, Paris réagit visiblement beaucoup plus calmement. Voilà, dans un instant, la météo avec Nathalie Riouet. Demain matin à 7h50 dans les 4 vérités, Françoise Laborde recevra Emmanuel Bocry qui est météorologiste. Je vous souhaite une bonne soirée sur France 2 et je vous retrouverai bien sûr demain soir à 20h. Au revoir.